Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. L'actualité tragique de ce début de semaine, c'est bien évidemment le crash de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings. En tant notamment que membre de la Commission des Transports du Parlement européen, avez-vous une réaction particulière à cette tragédie? Malheureusement, je n'ai aucune information particulière. J'espère que nous étudierons la chose au sein de la Commission des Transports. Je ne puis, comme tout le monde, qu'exprimer ma compassion vis-à-vis des victimes et de leurs familles si douloureusement frappées. J'espère que nous aurons assez rapidement des explications sur ce qui paraît, pour l'instant, absolument inexplicable. J'ai en mémoire le crash aussi de l'Airbus Lyon-Strasbourg. C'est une ligne que j'empruntais fréquemment à l'époque, lors duquel on avait promis aux familles des explications dans un délai maximal d'1 mois et qu'elles ont été plus d'1 année à attendre. Sans d'ailleurs que celle-ci soit tout à fait satisfaisante, il faut bien le reconnaître. Donc j'espère qu'on en saura beaucoup plus vite rapidement. L'actualité de ce début de semaine, c'est aussi bien sûr les premiers tours des élections départementales en France. À la lecture de la presse européenne, on a vu que le traitement qui avait été fait, l'analyse qui avait été faite de cette élection différait assez sensiblement de celle qui a prévalu dans les médias français. Cela pour vous, est-il significatif? Oui, bien sûr. Oui. Je crois parce que, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de lire la presse européenne. La presse européenne ne manque pas de souligner qu'il s'agit d'un enracinement considérable, s'agissant certes d'une élection locale, mais qui a une portée, en l'occurrence, nationale et même internationale, dans la mesure où elle vérifie l'implantation de forces partout en Europe décidées à défendre l'identité et l'indépendance des nations, apte à une coopération internationale, comme nous le prouvons régulièrement par nos réunions ici, mais hostile à la constitution d'un super-État qui livrerait en quelque sorte l'espace européen, les richesses de l'Europe, les peuples d'Europe, à une libre circulation débridée des personnes, des marchandises et des capitaux qui a des effets absolument dévastateurs. Et il est très étonnant qu'un certain nombre de médias français se soient laissés prendre à une espèce de propagande, celle qui a été initiée par le Premier ministre français, et qui additionne des torchons et des serviettes, des carottes et des petits pois, en laissant croire que le total des voix de gauche dépasse celui du Front National. Oui, sauf que à l'intérieur de ce total, il y a des formations qui sont aujourd'hui en hostilité complète avec le Parti socialiste et avec le gouvernement. Je dirais que c'est pareil dans le camp faussement conservateur, qui n'a rien conservé, ou faussement libéral, puisqu'ils n'ont rien libéré non plus. Je veux parler de UMP, UDI, MoDem. Déjà, l'UMP, c'est une coalition d'ailleurs qui va peut-être présenter plusieurs candidats à la prochaine élection présidentielle. À l'UDI, j'ai été confronté à M. Lagarde. M. Lagarde estime que nous ne sommes pas républicains. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas républicains? Parce que nous préférons les Français aux étrangers dans l'octroi d'un certain nombre de droits, ce qui est le fait de tous les pays du monde, qu'ils soient monarchie constitutionnelle, république ou tout autre régime. Mais ça, M. Lagarde, qui ne doit pas avoir beaucoup de connaissances en droit international, ne le sait pas. Et puis, ça ne le dissuadera pas, je pense, de se présenter aux élections présidentielles, lui ou quelqu'un de sa formation politique. Quant à M. Bayrou du MoDem, j'avais souvenir qu'il avait appelé à voter Hollande aux dernières présidentielles. Est-ce qu'il est judicieux d'additionner les voix de sa formation à celles de l'UMP? Nous le saurons, mais il s'agit de débats internes que nous n'avons pas le droit d'évoquer ici. Alors je m'en tiendrai à l'appréciation plus judicieuse, je crois, de la presse étrangère et notamment de la presse européenne. Dans le même ordre d'idée, M. Gattaz, le président du MEDEF, cette semaine toujours, a déclaré que l'application du programme économique du Front National serait une catastrophe pour la France, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens et pour la place de la France dans le monde. Cela appelle-t-il également à un commentaire de votre part? Qu'auriez-vous envie de lui répondre? Écoutez, j'aurais envie de lui répondre. Et vous, ce que vous avez fait jusqu'à présent sur le plan économique, ça marche? Il y a le patronat français, les grands patrons du CAC 40 ont créé des centaines de milliers, des millions d'emplois. C'est le règne de la prospérité en France. Coule le lait et le miel. Les jeunes diplômés français trouvent à s'employer en France. Pourquoi sont-ils alors si nombreux à vouloir s'expatrier dans le monde anglo-saxon? Je trouve extraordinaire l'arrogance de tous ces gens-là
qui jugent d'ailleurs de notre programme économique généralement sans l'avoir lu. Je ne sais pas d'ailleurs très bien où ils l'ont trouvé, parce que en réalité, notre dernier congrès n'a pas été un congrès thématique. Donc je ne sais pas où ils trouvent le programme économique du Front National, mais en tout état de cause, qu'y a-t-il de surprenant à vouloir libérer l'économie à l'intérieur et à vouloir protéger raisonnablement notre marché vis-à-vis de la concurrence déloyale que nous subissons par l'extérieur? C'est simplement du bon sens. Et il y a aujourd'hui, avant il n'y en avait qu'un seul, mais maintenant il y a une bonne dizaine de prix Nobel qui partagent nos analyses, y compris en matière financière, y compris sur l'euro. J'en tiens la liste à la disposition de M. Gattaz s'il souhaite s'instruire. Vous pensez donc que M. Gattaz n'a pas lu les économistes en question, ou ne les a pas étudiés? Je ne sais pas s'il les a lus ou s'il les a étudiés. Je crois qu'il est dans son rôle, comme les gens du MEDEF, qui est une organisation qui vit beaucoup d'ailleurs des cotisations de grandes entreprises anciennement nationales ou nationalisées, dont la plupart des dirigeants sont d'anciens hauts fonctionnaires. Ce n'est pas son cas à lui peut-être, mais il est le fils de son père, bon c'est autre chose. Mais la plupart des dirigeants sont d'anciens fonctionnaires politisés, arrivés par la bribe ou par la faveur du pouvoir politique et qui n'ont jamais risqué un centime dans l'entreprise qu'ils dirigent. Et il faut bien le reconnaître que certains le dirigent très mal. Moi, je n'avais pas d'animosité contre M. Cron, par exemple, le président d'Alstom, qui s'était fendu au moment de l'élection présidentielle d'une tribune dans laquelle il trouvait les idées de Jean-Marie Le Pen nauséabondes. Bon, d'accord, mais enfin, ni son prédécesseur à Alstom, ni lui-même, contraint en quelque sorte de brader cette société à General Electric, n'ont fait la preuve qu'en dehors des idées de Jean-Marie Le Pen, ils étaient capables de remporter des succès éclatants. La gauche a poursuivi également ces dernières semaines, ces derniers mois, son combat sur le front sociétal, comme l'on dit, avec notamment une proposition, une offensive en faveur d'un assouplissement de l'IVG, en supprimant notamment le délai de réflexion pour une femme voulant recourir à l'IVG. Cette offensive en faveur donc d'une libéralisation accrue de l'IVG, est-ce que vous, en tant que parlementaire européen, vous en voyez les effets également au sein de l'institution européenne et au sein du Parlement? Oui, mais que ce soit ici, que ce soit en France, il y a une offensive de ce que le regretté pape Jean-Paul II appelait la culture de mort, et ce que d'ailleurs ses successeurs, le pape Benoît, le pape François, ont également stigmatisé. Ça ne coûte rien, ça. Hein, ce sont des offensives parfaitement idéologiques, sous le prétexte des droits de l'homme, du droit à disposer des femmes à disposer de leur corps, oui, mais pas forcément peut-être de celui de leurs enfants, je ne sais pas. En tout cas, je trouve assez répugnant que la législation impose, par exemple, si vous voulez emprunter 1 000 € à la banque, que vous ne puissiez le faire avant un délai de au moins 11 jours de réflexion. Mais pour supprimer une vie à naître, là, non, pas de problème. Là, tout de suite, on vous ouvre les portes et il faut qu'il n'y ait aucune entrave. Et surtout, il faut qu'on ne vous propose aucune alternative. Et c'est ça qui est parfaitement criminel dans un pays qui, quoi qu'on en dise, est gravement frappé de surcroît par la dénatalité, masqué simplement par le nombre de naissances étrangères ou d'origine étrangère. Enfin, sans transition, je vais peut-être titiller le réac qui sommeille en vous et qui souvent se réveille, Bruno Gollnisch, en l'occurrence pour vous parler du vœu de Mme Hidalgo et des écologistes à Paris, vœu qui a été d'ailleurs accepté en l'occurrence, de circulation alternée. Pensez-vous que cette mesure pour faire baisser la pollution est une mesure environnementale efficace? Alors, avant de vous répondre sur ce sujet, je relèverai l'épithète réac, parce que j'ai vu que M. Glucksmann, je ne sais pas dans quelle mesure il est apparenté avec le philosophe anciennement maoïste et aujourd'hui mondialiste, Glucksmann, André Glucksmann, un jeune Glucksmann, un plus jeune Glucksmann, qui vient de pondre un livre, manuel de lutte contre les réactionnaires. Je vais me plonger dans son livre, moi qui suis réactionnaire et fier de l'être, parce que le réactionnaire, c'est celui qui a la capacité de réagir, précisément. Alors, c'est vrai que j'ai quelquefois des irritations. Notez que ça ne me fait pas trembler et je ne suis pas obligé de maintenir ma main gauche avec ma main droite, comme M. Valls, mais quand même, it goes on my nerves, comme disent les British. Et il y a ces histoires extravagantes de circulation alternée. C'est-à-dire que les pauvres gens qui se sont saignés aux 4 veines pour acheter une bagnole, qui ont payé des taxes considérables, qui paient 80% d'impôts sur l'achat du moindre litre d'essence ou de fuel,
qui sont matraqués de tous côtés. Et on ne cesse de les emmerder. Maintenant, on leur dit « Ah ben non, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre voiture. » Pourquoi? Parce qu'il fait beau. Et parce que comme il fait beau, il y a la pollution, il y a des particules fines. Voilà. Et ça, sous la pression des écologistes. Bon, c'est complètement absurde. Parce qu'en réalité, on sait bien que l'essentiel de la pollution, c'est la pollution industrielle, de toute façon. Et les mesures que les socialo-écologistes ont prises que dans les grandes villes, que ce soit à Paris ou que ce soit à Lyon, par exemple, pour emmerder les automobilistes, loin de diminuer la pollution, ne font que l'aggraver. Ne font que l'aggraver. Les gens sont prisonniers maintenant d'embouteillages, etc. Par conséquent, je trouve que ces mesures sont absurdes, sont persécutoires. Je voyais une préfète avec une haute fonctionnaire de police avec 2 étoiles, une générale de brigade en quelque sorte, qui, devant la télévision, se targuait d'avoir appréhendé 5000 véhicules. Oui, chère madame, oui, c'est beaucoup plus facile au cul des bagnoles de mesurer la teneur en CO2 des dépôts d'échappement que de faire régner l'ordre dans les banlieues de Paris où quelquefois les forces de police ne mettent plus les pieds. Je pense que cette persécution des automobilistes, c'est le dernier rempart d'un État en voie de complète déliquescence. Et ça, je dois dire, ça me choque beaucoup. Mais après tout, mort au con, puisque les Parisiens, les Lyonnais ont voté pour ces coalitions socialo-écolo-communistes, eh bien, ma foi, qu'ils s'en prennent à leur choix, au moins au choix d'une majorité d'entre eux, et surtout qu'ils changent d'avis la prochaine fois. Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno Gollnisch. Je vous en prie.